Le 16 mai 2025, à l'école de musique d'Erstein, s'est tenue une rencontre organisée conjointement par Cadence et Tôt ou Tard. Le thème de la journée portait sur handicap et pratique musicale. Quel point de rencontre entre écoles de musique et structures médico-sociales ? Elle répond à une demande, car nombreuses sont les écoles de musique qui souhaitent ouvrir grand leurs portes en adoptant une démarche plus inclusive, et nombreux sont les établissements sociaux et médico-sociaux qui développent des espaces de pratique musicale ou qui aspirent à le faire. Cette journée a débuté par l'intervention de Joris Lauberet. Joris Lauberet est un enseignant artistique, référent handicap et besoins particuliers à l'apprenti musicien, ainsi que chargé de recherche à la ville de Paris. Il est intervenu pour nous parler de la pratique musicale pour les personnes en situation de handicap. Ceci est abordé dans son livre Musique et handicap. En effet, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'inclusivité. C'est un mot qui revient partout, dans les discours politiques, dans les institutions culturelles, dans les écoles, mais ce mot, aussi fort soit-il, peut vite devenir flou. Il semble parfois tout dire et rien dire à la fois. Que veut dire rendre un établissement musical plus inclusif ? Concrètement, comment permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder à la pratique musicale ? Parce qu'au fond, l'enjeu est là. Passer d'un principe abstrait à une réalité vécue en repensant les lieux, les outils, les méthodes et les postures professionnelles. L'inclusivité se construit et elle demande un travail collectif. L'inclusion, c'est bousculer et accepter d'être bousculé, comme dit Charles Gardou. Mais l'inclusion en musique est-elle vraiment voulue ou contrainte par le cadre législatif ? L'idée est que ces personnes puissent rencontrer la pratique musicale. Mais cette idée est parfois plus imposée par la loi que réellement pensée avec elle. En effet, ce qu'on oublie, c'est que dans notre société, la culture est un droit. Comme l'affirme d'ailleurs un décret de 2020, les écoles de musique se doivent d'être engagées dans une démarche inclusive. Alors sur le papier, c'est super, mais dans la réalité, beaucoup d'écoles de musique se retrouvent un peu perdues. Elles veulent bien faire, mais elles ne savent pas toujours comment faire. Elles n'ont pas été formées pour ça, elles ne connaissent pas forcément ce public et elles manquent parfois de moyens. Bref, elles se sentent désarmées. Et pourtant, malgré ces difficultés, certaines cherchent des solutions, expérimentent, s'adaptent. Elles essaient vraiment de transformer leur pratique pour que la musique ne soit pas un luxe réservé à quelques-uns, mais bien un espace ouvert à toutes et à tous. Un bel exemple vient du CDRS, le centre de repos de soins de Colmar, qui, dès 2006, a lancé un atelier musical destiné aux personnes en situation de handicap accueillies par le centre, leur permettant notamment d'apprendre la percussion. Mais la travailleuse sociale en charge de ce module s'est retrouvée au fil du temps dépassée face à l'avancement du groupe dans leur apprentissage. Ici, elle doit en fait composer avec les outils présents, ce qui peut parfois limiter l'activité culturelle qu'elle veut proposer. Pour permettre aux personnes en situation de handicap d'exercer ce droit, l'État a décidé de mettre en place un référent handicap. Mais qui est-il ? Le référent handicap est chargé d'adapter le parcours pédagogique et de veiller à l'accessibilité des locaux et des activités pour les personnes en situation de handicap. Il travaille en lien avec les enseignants pour proposer des aménagements adaptés comme des partitions agrandies pour les personnes malvoyantes, des instruments adaptés comme une embouchure transparente ou encore des photos et des vidéos pour imager ce qui est dit. Il doit aussi mettre en place des partenariats avec d'autres acteurs pour favoriser l'inclusion et garantir aux élèves une équité dans la pratique musicale. Cependant, aujourd'hui, la réalité fait plus émerger une inclusivité perceptible dans la forme, mais non dans le fond. Adapter les outils ne signifie pas être dans une inclusivité. Cependant, cette étape est première pour aller vers une inclusivité. En effet, les collectivités territoriales se chargent de la mise en place du référent handicap dans les écoles de musique municipales. Le référent handicap est choisi selon le parcours de chacun, de sa sensibilité pour la question du handicap, mais aussi des droits culturels. Un référent handicap se forme dans l'action et en fonction de la demande à laquelle il doit répondre selon le contexte et les handicaps très différents des personnes dans cet établissement culturel. De plus, il ne faut pas hésiter à faire appel à des personnes extérieures, plus expertes pour une certaine compétence, comme par exemple le domaine plus administratif. Le référent handicap doit vraiment être vu comme un intermédiaire. C'est une figure faisant le lien entre famille, élèves, professeurs et structures extérieures pour rendre possible l'adaptation de la pratique musicale.
Comment le référent handicap amène à créer des partenariats entre structures médico-sociales et structures culturelles? Le médico-social et le culturel ont des objectifs et une culture professionnelle différentes. Chacun évolue selon un environnement propre. Il faut donc trouver un équilibre entre ces deux types de structures, un écosystème spécifique au partenariat qui permette l'échange et la prise de décision. Concrètement, chacun décide d'accepter ce partenariat pour des raisons différentes. En ayant cela à l'esprit, il est important de se décentrer de ses intérêts pour prendre en compte ceux de l'autre partenaire et discuter ensemble de la meilleure façon d'atteindre le résultat voulu. Car le partenariat doit être un acte négocié. Il faut créer un écosystème propre au partenariat. Un autre problème fréquent rencontré dans ces collaborations est qu'elles sont souvent à l'initiative de deux professionnels, liés par des liens personnels, qui décident ensemble du partenariat. Le risque est que lorsque l'un des deux quitte son emploi, le partenariat s'arrête. L'idéal serait donc de dépersonnaliser ces partenariats et de les formaliser afin qu'ils puissent perdurer dans le temps. Mais ne faudrait-il pas, avant toute chose, ne pas oublier que la musique est socialement construite? La musique est une construction sociale. La pratique musicale n'est pas la même selon la société dans laquelle elle s'inscrit. C'est un symbole communautaire. Par exemple, les compositeurs romantiques des écoles allemandes, françaises et anglaises influencent encore aujourd'hui les pratiques professionnelles d'enseignement artistique. Dans certaines écoles de musique, on retrouve encore aujourd'hui une forme d'élitisme profondément ancrée dans l'histoire. Ce modèle est le fruit d'une construction sociale héritée notamment des traditions musicales classiques européennes. Il valorise la performance, l'excellence et la recherche constante de résultats. Mais aujourd'hui, les objectifs de l'enseignement musical sont en cours de changement. Il ne s'agit plus uniquement de former les grands professionnels de demain. Il devient essentiel donc de réinterroger ce modèle et d'ouvrir l'accès à la musique à toutes et à tous. Pour cela, il faut déconstruire l'idée que la musique doit forcément être maîtrisée techniquement pour être légitime. Il est temps de redonner à la musique sa véritable fonction, un modèle de plaisir, de lien et de partage. C'est une approche que choisit l'école de musique d'Erstein. En effet, avec son partenariat avec l'EHPAD de la ville, cela permet à des personnes âgées de participer à un projet musical. Ces résidents, parfois très dépendants, retrouvent grâce à la musique un moyen d'expression. Cette expression va bien au-delà de la simple animation. Elle permet à ces personnes de reprendre une place active dans la société. Grâce à la musique, elles sont vues non plus seulement comme des bénéficiaires, dépendants, mais comme des créateurs, des acteurs culturels à part entière. Dans la dernière partie de cette rencontre, les professionnels réunis ont réfléchi aux freins et aux solutions possibles pour vraiment construire cette inclusivité. D'abord, ils ont identifié plusieurs freins. On voit un cloisonnement entre les milieux. En effet, chacun reste dans son rôle, son identité professionnelle, propre, sans oser vraiment mélanger les publics. Ensuite, l'élitisme est encore présent dans certaines pratiques musicales marquées par la culture du résultat. On attend des performances, on reproduit des normes au lieu de favoriser la créativité, l'instant et le lien. Il y a aussi les enjeux financiers, le manque de soutien des hiérarchies ou encore l'absence de bilan régulier dans les projets. Et enfin, un point crucial, c'est qu'on adapte sans inclure. C'est-à-dire qu'on propose des choses sans réellement intégrer les personnes dans la démarche, sans qu'elles y croient et s'y reconnaissent. Ce qui ressort aussi de tous les groupes est qu'on peut innover, qu'on peut avancer. En effet, d'abord, il faudrait partir du réel, des personnes, pas d'un modèle déjà tout fait. Il faut accepter l'expérimentation, l'erreur et le dialogue. Enfin, il faut aussi faire tomber les murs entre les publics et professionnels. Et surtout, quand on pense à la musique, ce n'est pas en termes de performance, mais comme un moyen de créer du lien et de la reconnaissance.